Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Karine, ça va très bien, merci. Oui, parfait. David, merci de te prêter à l'exercice là, de parler de ton expérience vécue en termes d'accessibilité numérique. Peux-tu nous présenter un peu qui tu es puis quel rôle tu joues à l'INCA? Mon nom, c'est David Demers et puis je suis le directeur général des laboratoires d'accessibilité à l'Institut national canadien pour les aveugles ou INCA. Et Mhm. notre mission au labo d'accessibilité, c'est d'aider les organismes et les compagnies à devenir accessibles. Parfait. Et David, parle-moi de ta situation comme personne avec des limitations. Moi, je suis une personne qui est aveugle au sens de la loi. J'ai une perte de vision profonde. Donc, j'ai une maladie qui s'appelle la neuropathie optique héréditaire de Leber. C'est un gros nom, Mhm. mais en Mhm. réalité, pour le décrire, j'ai perdu la vision centrale complètement. Fait que je vois rien devant moi. Et sur le côté, c'est extrêmement flou. Donc, c'est vraiment juste des formes et des ombrages que je vois dans ma vision périphérique. Mhm. David, tu me racontais que tu t'es levé un matin avec cette maladie-là qui s'était déclarée. Donc, tu étais voyant pour une partie de ta vie, puis là, tu as perdu ta vision là, avec cette maladie-là, c'est bien ça? C'est ça, oui. Avant ça, j'étais voyant, je conduisais une voiture, mais j'étais même photographe de métier. Donc, c'était très visuel ce que je faisais avant Mhm, mhm, et chef cuisinier. Donc, c'est un gros changement de vie pour moi d'avoir mhm, perdu la vie. Ouais. mhm. Parfait. Puis, parle-moi de ton expérience numérique en tant que personne non-voyante. Comment ça a évolué pour toi, ton expérience dans, mettons, quand tu as perdu la vue initialement, puis dans les dernières années avec cette évolution technologique? Pour moi, c'était immédiatement un choc d'apprendre que l'Internet n'était pas accessible, au fond. En Mhm, gros, c'est ce qu'on peut dire. Puis ça m'a étonné quand on pense que c'est souvent du texte. Au fond, on devrait mhm, avoir accès à ça facilement. Mais euh, donc, j'étais surpris d'apprendre le nombre de choses numériques qui sont pas accessibles, comme le mhm, divertissement également et toutes sortes de choses. mhm, Euh, je dirais comment ça a évolué. Par contre, c'est surprenant parce qu'au début, l'Internet était probablement plus accessible. C'était vraiment plus basé sur du texte simple et mhm, du HTML facile à comprendre pour un logiciel de lecture d'écran pour personnes aveugles. Mais avec le temps, il y a eu beaucoup plus d'animation et des carousels et des nouvelles façons ou des normes sur le contraste des polices sur les sites web qui sont plutôt pâles et des choses comme ça. mhm, Fait que j'ai l'impression que ça n'a pas nécessairement évolué dans le bon sens, mhm, mais en même temps, pendant ce temps-là, il y a eu des standards d'accessibilité qui ont évolué et qui sont de mhm, plus en plus établis. Fait que, il y a encore beaucoup de chemin à faire mhm. et c'est ça, je souhaiterais que l'Internet soit beaucoup plus accessible. Oui, certainement, certainement. Puis justement, tu travailles en accessibilité numérique à la tête des labos d'accessibilité de l'INCA. Comment tu es arrivé dans cette profession-là, considérant que tu étais photographe, chef cuisinier? Ce chemin-là, il s'est passé comment? C'est un peu à cause de mon parcours d'entrepreneur, je dirais, ayant géré et été propriétaire de quelques différentes entreprises, et aussi le fait que lorsque j'étais photographe, j'ai fait énormément de commerce électronique. Euh, Mhm, donc, j'ai eu beaucoup d'expérience dans les sites web, mais aussi j'ai une grande passion pour la technologie en général. Donc, lorsque j'ai perdu la vue et j'étais directeur général de la division du Québec d'INCA, on m'a offert d'entreprendre une nouvelle division qui, à l'époque, s'appelait Frontier Accessibilité. On m'a demandé d'être président de ça et c'est devenu les labos d'accessibilité. mhm, Et donc, c'est un peu par mon parcours et par mon expérience et au mhm, travers de ma perte de vision, ma grande passion pour l'accessibilité et la technologie qui a développé au travers de ça. mhm. Parfait. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que tu avais déjà un parcours assez technologique. Puis, avec ton expérience de perte de vision, ben, ça t'a créé un engagement à vouloir améliorer cette situation-là pour les gens qui ne voient pas. Exactement, oui, Mhm. oui. Mhm. Puis, on parle souvent du monde numérique comme quelque chose de très textuel. Tu sais, il y a du texte partout. Mais moi, je me demande, en tant que personne qui a une vision très minime,
Comment est-ce que ça se vit pour quelqu'un qui voit pas tout ce texte-là? C'est difficile parce qu'on doit utiliser, soit dans certains cas, au début, j'utilisais un logiciel de grossissement. Donc, Mmh je zoomais énormément sur l'écran et là, c'était de vivre les différents problèmes de contraste ou d'être capable de naviguer dans les différentes mises en page qui sont mh. difficiles à naviguer lorsqu'on grossit à l'écran. Mais avec la synthèse vocale aussi, maintenant que je vois vraiment plus ce qu'il y a à l'écran, c'est pas toujours accessible le texte. Parfois, il y a du Mmh texte sur les images. Et c'est non seulement c'est pas juste du texte, l'internet, il y a des boutons, il y a des liens, mh. il y a des images, il y a toutes sortes de choses qui souvent sont pas accessibles. Donc les boutons, on Mmh. va juste entendre le mot «bouton» ou, une image ou comme le logo sur le site, on entend souvent juste «image». Fait Mmh qu'il y a beaucoup de parties au site qui sont, pas accessibles, qui fait qu'ils sont difficiles à naviguer et donc, Mmh c'est difficile d'avoir accès à l'information à cause de ça. Parce que les sites sont pas facilement navigables. Mmh OK. Fait que c'est pas parce qu'il y a du texte ou, tu sais, parce qu'on pourrait se dire derrière un tout site web, il y a du code, puis du code, c'est du texte. Mais si le texte, ce code-là n'est pas organisé pour qu'un lecteur d'écran soit capable de l'interpréter, ben, toi, tu n'es pas capable d'accéder à l'information qu'il y a dans ce site web-là. C'est ça, c'est du Mmh. texte, qui va soit pas fonctionner avec le lecteur d'écran ou qui va pas fonctionner de la bonne manière à me dire que Mmh c'est un bouton ou un lien ou quelque chose comme ça. mh. Ouais. OK. Mmh. Parfait. Mmh. Puis, dans les différentes actions ou missions que j'appelle qu'on a à faire dans la vie, dans le numérique, parce que qu'on voit ou pas, on doit utiliser les plateformes numériques. C'est lesquelles tâches qui sont les plus difficiles à accomplir pour toi en tant que personne non-voyante? Les plus difficiles, hem, les tâches les plus difficiles pour moi, au niveau du numérique, c'est avoir accès à l'information. Donc, c'est lorsqu'un site ne fonctionne pas ou que je suis pas capable de naviguer sur le site et trouver le contenu que j'ai besoin, c'est parfois impossible à ces moments-là. Mmh Je dirais aussi que les sites, ils peuvent être accessibles, mais pas vraiment intuitifs et faciles d'utilisation. mh. Donc, Mmh là, ça devient des expériences difficiles et vraiment pas plaisantes. Donc, mh. à cause de ça, ça devient souvent, très difficile de faire des transactions ou compléter une tâche parce que tout ce que ça prend, c'est un bouton qui est pas bien étiqueté et là, je ne sais pas Mmh si c'est le bouton annuler ou soumettre et là, l'expérience, fonctionne pas à ce moment-là. Mmh OK. Est-ce que tu vois plus de difficultés dans le transactionnel, comme par exemple, on parlait d'un formulaire ou de faire un achat en ligne? Est-ce que tu vois généralement plus d'embûches dans ce type d'action-là versus lire ou c'est assez égal à travers les différentes contenus? Je crois qu'il y a plus d'embûches, lorsqu'on veut faire une transaction ou, remplir un formulaire. Mhm, mhm, Et encore plus compliqué lorsqu'il y a des limites de temps. Par exemple, mhm, pour acheter des billets d'avion, avant, c'était un mhm, problème, avec la limite de temps qu'il y avait. Je crois que faire des transactions et remplir des formulaires, c'est plus difficile que juste lire sur internet. mhm, Mais mhm, ça arrive souvent qu'on a des, sites que c'est avec des articles qu'on peut lire, mais il y a des annonces qui vont venir interférer avec le mhm, lecteur d'écran et souvent ça va empêcher la lecture. Il y mhm, a des fenêtres modales qui vont apparaître que je suis pas mhm, capable de fermer. Donc on vient mhm. ajouter toutes sortes de choses au site qui sont juste là pour lire, mais finalement qui viennent, interrompre ou, empêcher le lecteur d'écran de fonctionner. OK, ouais, je comprends. Et puis, comment tu vois la situation de l'accessibilité au Québec et au Canada actuellement? La situation d'accessibilité numérique au Canada et au Québec, je dirais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a, Mmh au niveau du gouvernement, une grande conscientisation. Il y a, même une loi canadienne sur l'accessibilité. Hem, donc on voit que ça s'améliore beaucoup et c'est, de plus en plus accessible au niveau du gouvernement. Mais c'est
plus au niveau des services et des corporations et des trucs comme ça il y a encore beaucoup de lacunes. Donc, Mhm. c'est encore comme s'il y a un grand pourcentage de l'Internet qui n'est pas accessible au Canada et en Mhm. général. Euh, Mhm. ouais, donc, il y a beaucoup plus de conscientisation, mais il y a beaucoup de chemin à faire au niveau de l'accessibilité. Mhm. OK. Donc, alors que peut-être il y a 15 ans, l'accessibilité numérique, c'est quelque chose de nouveau et d'un peu mystérieux. Aujourd'hui, on connaît un peu plus l'accessibilité numérique, mais la mise en pratique est encore à ses débuts, au-delà de peut-être les services publics ou les très grandes institutions. Oui, et je pense que les institutions, les corporations également commencent à Mm. comprendre que c'est non seulement quelque chose qu'on devrait Mhm. faire, mais c'est Mhm. aussi, il y a un retour sur investissement. On commence à Mhm. comprendre de plus en plus que c'est une bonne décision d'affaires à être Mhm. accessible. Oui, absolument. L'accessibilité, elle sert aux personnes comme toi, les personnes qui se servent de lecteur d'écran, mais elle sert aussi à Ouais. tout ce qui est robot, tout ce qui est intelligence artificielle. Plus le site est Mm. accessible, plus il est facile à consommer pour tout ce qui consomme du contenu sans yeux, ultimement. Ouais. Donc, Mhm. clairement, ça marche pour tout le monde. À ton avis, quand on parle des standards d'accessibilité, fait qu'on a le WCAG, le fameux WCAG, au Québec, Mhm. le GQRI, est-ce que ces standards-là sont suffisants pour qu'une personne comme toi, qui a des limitations au niveau de la vision, puisse participer pleinement dans la vie numérique? Je crois que lorsqu'elles sont appliquées, les standards d'accessibilité comme WCAG, Mhm. lorsqu'elles sont appliquées, elles sont très bonnes. J'ai eu le plaisir plusieurs fois d'utiliser un site web complètement accessible, incluant Mhm. même s'il y a une map ou une carte Mhm. et même des PDF accessibles. C'est Mhm. vraiment plaisant à utiliser. Mhm. Donc, Mhm. euh, ce qui manque, je crois, c'est la législation ou j'espère avant la législation, ça serait une volonté publique ou sociétale de rendre tout Mhm. accessible, mais Mhm. c'est souvent pas le cas. Donc, je crois Mhm. que ça prend plus de législation et plus de pénalités Mhm. pour les compagnies qui le font pas. C'est mon avis Mhm. personnel. Mhm. Oui, oui, je comprends ça. Et puis, euh, c'est quoi, toi, ta frustration principale quand tu interagis avec le monde numérique? Ma frustration principale avec le monde numérique, c'est que c'est souvent le minimum qui est fait pour rendre accessible. Mhm. L'expérience est pas très plaisante ou facile Mhm. d'utilisation, pas Mhm. intuitif. Donc, Mhm. ça me décourage. Également, il y a souvent des situations où est-ce que quelque chose est accessible, que la compagnie ait fait la promesse ou non de rendre les choses accessibles. Et lorsqu'ils font des mises à jour, l'accessibilité Mhm. brise. Et là, Mhm. j'ai comme de moins en moins confiance à des solutions Mhm. qui sont pas nécessairement dédiées aux personnes aveugles parce que j'ai souvent peur que ça la règle d'être accessible dès la Mhm. prochaine mise à jour. Ouais. C'est sûr que les risques de régression, on les voit si Mhm. l'accessibilité, c'est quelque chose qui a été fait une fois. Puis on le voit dans les séances d'accessibilité qu'on fait, puis je pense que vous le voyez aussi au labo d'accessibilité. On fait notre première version de notre application, on valide l'accessibilité, là, tout fonctionne bien. Mais après ça, les mises à jour suivantes, si l'accessibilité n'est pas validée, on peut faire des régressions puis effectivement briser l'accessibilité. Puis il n'y a pas d'avis qui est émis. Bonjour, personne avec un lecteur d'écran, je t'avise que le site ne fonctionne plus pour toi. Donc, c'est une surprise pour vous autres d'arriver et Oui. de dire ah, oups, ça fonctionne plus. Ben, moi, je m'attendais à avoir un certain comportement puis qui n'est pas là pour vous autres. Là. Une autre Mm. frustration que j'ai aussi, c'est que ça m'est déjà arrivé qu'une compagnie me dise Ah, savais-tu que notre site web est accessible ou c'est rendu Mm. accessible à acheter un billet en ligne? Mhm. Et je leur dis, ben non, je ne le savais pas, puis ils sont comme surpris. Mais ce que Mm. je leur dis, c'est, écoutez, je suis tellement habitué que tout n'est pas accessible Mhm. que d'envergure, d'abord, je ne pense pas que ça va être accessible, mais Mm. c'est aussi que je ne vais pas vérifier à tous les 2 mois s'ils ont Ben changé, non. s'ils ont amélioré. Donc, les Ouais. communications, c'est important aussi. Oui, effectivement, effectivement. Et puis, en termes, si on traverse de l'autre côté de l'histoire, puis on dit, c'est quoi ta plus grande victoire en accessibilité numérique, David? Je trouve ça difficile de trouver une grande victoire en accessibilité parce que je trouve que j'ai
plusieurs petites grandes victoires, si on peut le voir ça de même. OK. Ayant travaillé avec plusieurs grandes entreprises, à les convaincre Mhm, que de tenir en compte l'expérience vécue dans le processus de design, c'est mhm, très important. Il y mhm, a plusieurs compagnies que j'ai réussi à convaincre mhm, que de suivre les standards, de rendre les choses accessibles. Il peut avoir quand même des lacunes si on n'a pas vraiment fait tester par des utilisateurs, mhm, si des vraies personnes avec un handicap, par exemple, ont testé ou fait l'expérience. Donc, euh, je suis très fier d'avoir convaincu d'aider plusieurs mhm, compagnies à tenir en compte l'expérience vécue dans leur processus de design. mhm, Mais pourquoi je me mhm. sens pas comme si c'est une grande victoire, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup de compagnies à convaincre. Oui, certainement, on est vraiment en début de chemin pour Mhm. rendre le monde numérique accessible, que ce soit au Québec, au Canada ou ailleurs. Euh, Puis on a l'intelligence artificielle qui vient, qui est notre sujet de l'heure. C'est certainement le sujet le plus populaire de 2025 et 2026. Euh, Cette intelligence artificielle-là elle promet beaucoup de choses. Dans le monde de l'accessibilité numérique, dans ton expérience à toi, qu'est-ce que tu vois au terme d'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a un potentiel aidant pour l'accessibilité? Est-ce que tu y vois un frein? Comment tu vois ça? Pour la communauté aveugle, c'est mon opinion, mais aussi avec beaucoup de gens à qui je parle, on a beaucoup d'espoir en l'intelligence artificielle euh, parce que même si des fois il peut y avoir des questionnements sur peut-être la sécurité de l'information privée, des choses comme Mhm, ça. Pour nous, c'est une technologie qui peut changer nos vies. Ça peut nous mhm, décrire un paysage, ça peut nous décrire une photo, mhm, ça peut nous aider à trouver de l'information rapidement. mhm, Euh, il y a beaucoup de scénarios, surtout avec l'intelligence artificielle vidéo mhm, en direct où l'intelligence artificielle est capable de m'aider à interpréter des affiches ou quelque chose qui est mhm, sur un écran. Donc, il y a tellement de possibilités pour nous et on a mhm, énormément d'espoir. Par mhm, contre, ce qui m'inquiète avec l'intelligence artificielle, c'est que est-ce qu'elle va être vraiment accessible? Est-ce que mhm, l'intelligence artificielle va être inclusive? mhm, Et ce que j'aime dire, c'est que faisons pas, s'il vous plaît, la même erreur que l'Internet. mhm, Parce que mhm, l'Internet, on croyait que c'était pour être accessible pour les personnes aveugles. On mhm, allait pouvoir euh, euh, faire des achats en ligne et tout ça. mhm, Mais en réalité, c'est devenu de moins en moins accessible avec le temps. mhm, Donc, mhm, on souhaite que l'IA va continuer ou toujours être accessible parce que ça mhm. peut vraiment changer nos vies. Oui, clairement. Je voyais qu'il y avait parfois la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle presque comme une surcouche d'accessibilité pour aller chercher de l'information sur un site non accessible et que l'intelligence Oui, artificielle, elle, est capable de lire, donc capable d'aller extraire à tout le moins de l'information à travers là, cette technologie-là. Mhm. oui, c'est ça. L'intelligence Mhm. artificielle m'a aidé dans plusieurs situations à comprendre soit quelque chose qui est présenté sur un site web ou dans une réunion virtuelle, Mhm. quelqu'un Mhm. présente quelque chose à l'écran. Mhm. Ça m'a aidé à interpréter ce qui était à l'écran. Donc, Mhm. il y a beaucoup de possibilités avec l'intelligence artificielle. Ouais, Mm. absolument. Mm. J'ai bien hâte de voir. Ça va tellement vite. Je suis curieuse de voir comment on va parler de l'intelligence artificielle dans un an versus Ouais. cette année, clairement. Dis-moi, David, qu'est-ce que les personnes voyantes comprennent pas à propos de la situation d'une personne non-voyante? Il y a beaucoup de choses, je pense, que les personnes voyantes ne comprennent pas par rapport aux personnes aveugles. Euh, une des premières choses, c'est euh, que pour nous, pour aller à la même vitesse que tout le monde, ça prend beaucoup d'efforts, de l'effort Mhm, mental ou quoi que ce soit. Donc, je pense que les personnes voyantes ne réalisent pas souvent la quantité d'efforts qu'on doit mettre pour être à la même vitesse ou au même niveau que tout le monde. Malgré mhm, ça, on veut pouvoir faire les mêmes choses que tout le monde. mhm, Et, euh, mhm, et c'est pour ça, je pense que on veut pouvoir rêver comme tout le monde et pouvoir avoir accès à l'information comme tout le monde et tout. mhm, Euh, mhm, une autre chose, je pense que les personnes voyantes comprennent pas, c'est que
parfois, il en manque pas beaucoup pour rendre les choses accessibles. C'est Mhm, juste quelques petites affaires qu'il faut changer. Et là, ça peut tout changer pour une personne aveugle ou mhm, avec une vision partielle. mhm. OK. Donc, des fois, c'est un petit détail qui est un bloqueur insurmontable pour quelqu'un qui est non-voyant, mais qui est simple à retirer pour rendre cette plateforme numérique-là accessible, par exemple. Comme je pense à bien étiqueter les boutons soumettre et annuler, qui n'est pas quelque chose de compliqué dans un formulaire, mais qui vous permet quelqu'un avec un lecteur d'écran de pouvoir l'utiliser. Versus si c'est pas étiqueté, ben c'est comme un petit rappel ou face, à savoir sur quel bouton on clique. Oui, c'est facile, étiqueter un bouton ou ajouter une Mhm, description d'image, des mhm, choses mhm, comme ça qui peuvent vraiment changer mhm, l'accessibilité. Mm. mhm. C'est bon. Et dernière question pour toi, David. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde de l'accessibilité numérique? Dans le monde de l'accessibilité numérique, si j'avais une baguette numérique, j'aimerais faire en sorte que ça soit, au fond, impossible de rendre quelque chose inaccessible, comme que Mhm, ça serait possible dans les langages de programmation de créer un bouton qui n'est pas étiqueté. Par exemple, il y aurait une mhm, erreur mhm, et ça ne fonctionnerait pas, ou mhm, tu sais, que ça ne te permette pas d'insérer une image sans avoir rempli le champ de description d'image, ou je sais pas. mhm, J'aimerais que ça soit, que les choses soient conçues de manière à ce que ça soit moins ou pas possible de rendre les choses inaccessibles. mhm. Ouais, je pense que c'est une baguette, c'est un coup de baguette magique qui me semble pas si difficile que ça, ultimement, à faire. Mais effectivement, avoir des détrompeurs quand on fait du code ou même quand on fait un document, avoir quelque chose qui nous alerte qu'il manque un morceau pour un lecteur Mhm, d'écran ou pour l'accessibilité, c'est extrêmement aidant parce que c'est facile de l'oublier dans le contexte de la création. mhm. Mais si le système nous empêche de l'oublier, ben à ce moment-là, on ne va pas refuser de le faire, effectivement. Ouais. Ouais. Ben, super. Super. Ben, merci beaucoup, David, pour ces super ce partage-là avec nous. C'est vraiment intéressant de comprendre l'expérience vécue. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de l'expérience vécue quand on fait des tests d'accessibilité. Mais je pense que c'est important aussi de comprendre l'expérience vécue des gens qui sont dans le numérique. Puis ça a été super Mhm. éclairant pour moi puis pour notre audience de pouvoir comprendre ta réalité. Donc, merci infiniment pour Ça, tes réponses et ton temps. ça me fait plaisir, Karine. Merci Merci. pour les bonnes questions. Merci, David.